That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors on parle de quoi pour l'actualité internationale? Ce matin, nous allons nous intéresser au sommet France G5 Sahel qui s'est ouvert hier à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, en présence du président français Emmanuel Macron et des 5 chefs d'État de la région du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali et bien entendu 2 autres pays. Le Burkina Faso, je crois que je l'ai déjà cité. Bon, en fait, c'est les 3 pays qui sont le plus intéressants dedans, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger, parce que c'est dans ce qu'on appelle la bande des 3 frontières, donc la frontière entre ces 3 pays-là, que évidemment les mouvements, ou si vous voulez les actions des groupes djihadistes sont les plus intenses. Il faut savoir que c'est une zone qui est extrêmement immense, qui fait à peu près près d'1 million de kilomètres carrés, et c'est une zone désertique qui est difficile d'accès, où le climat est particulièrement rude, et surtout ce sont des zones où que les djihadistes connaissent parfaitement, connaissent très très bien, puisque ce sont des zones dans lesquelles ils ont l'habitude de vivre. Et il faut bien comprendre que cette réunion du G5 Sahel là se tient 6 mois après la réunion le sommet de Pau qui s'était tenu en janvier dernier, le 16 janvier dernier, au sud-est de la France. Au cours de la réunion de Pau, Emmanuel Macron avait donc décidé d'intensifier, si tu veux, l'action de la force Barkhane dans cette région-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le 19 novembre 2019, 13 soldats français avaient été tués à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Et donc, c'est à la suite de la mort de ces 13 soldats français-là que, en janvier 2020, Emmanuel Macron avait donc décidé d'intensifier la présence française dans cette région, dans le sein de la force Barkhane. Donc le nombre de soldats est passé de 4500 à 5100 soldats, et ils ont revu totalement la stratégie opérationnelle sur le terrain en se basant sur le modus operandi des djihadistes. Il faut bien comprendre qu'au départ, les Français et leurs alliés avaient privilégié les attaques sur le terrain avec de gros convois. Ces gros convois l'étaient, si tu veux, appuyés aériennement par des drones américains. Or, il s'avère que d'avoir de gros convois dans le désert, dans des zones qui sont particulièrement difficiles en termes de déplacement, tout ça fait qu'ils sont particulièrement lents, et ça donnait beaucoup d'avance aux djihadistes qui circulaient en petits groupes à moto, et donc ce qui leur permettait d'être extrêmement mobiles. Et donc quand ils perpétraient des attaques dans une zone, le temps que les troupes du G5 Sahel et leurs alliés français venaient sur zone, eux ils s'étaient déjà déplacés, étaient allés ailleurs, parce qu'ils avaient cette capacité de mobilité là très très forte, du fait qu'ils emportaient très peu d'équipement, qu'ils utilisaient des moyens de transport assez rustiques, mais tout ça là leur permettait évidemment, comme je l'ai dit, de pouvoir se mouvoir rapidement d'un point à un autre. Et donc la stratégie qui a été adoptée par la force Barkhane et leurs alliés du G5 Sahel, c'est justement de s'arrimer au modus operandi des djihadistes. Donc on met de côté les longs convois, et on a des petits groupes de soldats qui sont aussi bien équipés, qui ont la capacité de beaucoup se mouvoir, et eux ils sont appuyés sur le point de vue du renseignement par des drones américains et par leurs sources qui sont sur le terrain. Et c'est ainsi que, au cours des 6 derniers mois, on a revu une reprise en main progressive des forces du G5 Sahel et de la France sur le terrain. Et cette reprise en main opérationnelle là, ces succès là a été, dont le point d'orgue aura été en juin dernier la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Dourkal. Et donc c'est cette victoire sur l'assassinat de celui qui était l'un des plus grands terroristes, l'un des terroristes les plus recherchés dans la région, cela a consolidé, si tu veux, la vision opérationnelle de la France et de leurs alliés, qui estimaient qu'évidemment là c'était la bonne mesure. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que la France et leurs alliés revendiquent des victoires contre les djihadistes, notamment dans ces régions-là. En 2017 et en 2018, la France avait déjà crié victoire parce qu'elle avait connu des succès
de grands succès sur le plan militaire dans ces zones-là, mais rapidement, ce qui s'était passé, c'est que, notamment au nord du Mali, au nord-est plus précisément, une fois que les Français avaient obtenu ces victoires contre le Mali, ce qui devait être fait derrière, c'était quoi? C'est que l'État malien devait revenir s'installer là, restaurer l'autorité du pouvoir central de Bamako dans ces régions-là et surtout financer des projets de développement. Parce que l'une des raisons principales pour lesquelles les gens adhèrent à ces groupes djihadistes, ce n'est pas tant la doctrine que ces groupes djihadistes-là diffusent, mais c'est beaucoup plus parce que ce sont des gens qui sont abandonnés, qui vivent dans une très grande misère. Et donc, les groupes djihadistes leur promettent d'abord d'avoir de quoi manger, leur promettent d'avoir de quoi se soigner et surtout leur promettent en sus le paradis s'ils meurent en défendant la cause djihadiste. Donc tout ça fait que, et en plus ce sont dans des zones qui ont été délaissées depuis des décennies par le pouvoir central, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou que ce soit au Niger. Et donc dans ces pays-là, c'est à peu près le même phénomène dans les autres pays. La Mauritanie et le Tchad, c'était le nom des deux autres pays du G5 Sahel que je cherchais. Donc, aussi bien en Mauritanie qu'au Tchad, dans la plupart des zones où sévissent notamment des exactions djihadistes, il faut savoir que ce sont des zones où l'État est très peu présent et où règne une très grande pauvreté. Et donc, l'une des décisions aussi qui avait été prise lors du sommet de Pau en janvier dernier, c'était qu'on ne devait plus se limiter aux options purement militaires. Mais ces options militaires devaient être immédiatement accompagné d'une action de reprise en main en termes de restauration de l'autorité de l'État dans ces zones-là qui avaient été reconquises par les forces Barkhane et celles du G5 Sahel. Et à côté, on ciblait des programmes prioritaires de développement qui devaient être immédiatement mis en œuvre. Et donc, au cours de cette réunion-là, qui a été ouverte en dehors, en plus des chefs d'État membres du G5 Sahel et du président français, cette réunion qui continue aujourd'hui s'est également élargie en présence du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Maki Fatma, et Louise Mushikiwabo, voilà, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y aura également au cours de cette réunion à huis clos un élargissement là par visioconférence. On aura le président du conseil de gouvernement italien, Giuseppe Conte, et on aura également la chancelière allemande, Angela Merkel. Pourquoi l'Italie et l'Allemagne? Parce que ce sont les deux seuls pays qui sont engagés aux côtés de la France dans l'opération Barkhane. Mais ces pays-là n'ont pas de troupes au sol, mais elles ont plutôt un rôle de soutien logistique et opérationnel à côté de la France. Même si la France, depuis des années, demande à ce qu'il y ait un soutien plus accru de la part de l'Union européenne et voire même de la part de l'OTAN pour qu'elle arrête de porter seule ce qu'elle considère comme étant le lourd fardeau de ces opérations-là dans cette partie du continent. Mais la plupart des autres pays, aussi bien de l'OTAN que de l'Union européenne, sont particulièrement réfractaires à envoyer leurs troupes au sol pour mener des opérations militaires parce qu'elles craignent un enlisement de ce conflit qui pourrait rendre permanente la présence de leurs troupes dans des zones où historiquement elles n'ont pas de lien avec ces populations-là. Et donc, c'est l'une des grandes réticences de la part des autres membres de l'Union européenne et des autres pays de l'OTAN qui estiment qu'ils n'ont pas à venir dans ces pays du Sahel parce qu'ils n'ont pas de lien, parce qu'ils n'ont pas un passé avec ces pays-là. Et donc, la France, qui est l'ancienne puissance colonisatrice de la zone, doit continuer à assumer son rôle étant donné les relations extrêmement fortes et historiques qu'elle entretient avec ces États-là. Mais néanmoins, des soutiens financiers et des soutiens logistiques ont été mis en œuvre, notamment par l'Italie et l'Allemagne, comme je venais si bien de le dire. Mais grosso modo maintenant, au cours donc de cette réunion qui, comme je l'ai dit, continuera aujourd'hui, il s'agira maintenant de voir quelle stratégie mettre en œuvre pour évidemment restaurer l'autorité de l'État dans ces zones-là et surtout le développement. Il faut développer ces régions-là. Et concomitamment à ces deux phases-là, il faut une phase de reprise en main opérationnelle par les armées nationales de ces pays. Et c'est là où le bas blesse parce qu'il était prévu dans le cadre de ces opérations G5 au G5 Sahel, c'est que les armées nationales
soutenu par la France, une fois que les territoires avaient été reconquis, ces territoires-là étaient remis aux forces armées nationales qui devaient assurer, si tu veux, la pérennité de leur présence et la sécurisation de cette zone-là. Ils devaient être appuyés sur le plan de la formation, sur le plan de la logistique et sur le plan financier notamment par des donateurs en tête desquels la France et les pays de l'Union européenne. Mais il s'avère qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ont ressurgi déjà depuis 2019 dans la région du nord-est du Mali. Il y a eu déjà la crise intracommunautaire entre les Dogons et les Peuls. Il faut savoir que rien qu'en 2019, près de quelques 4000 Dogons et Peuls sont morts du fait de conflits interethniques. Et donc cette situation la fragilise énormément la présence, la volonté du gouvernement malien de restaurer sur la durée son autorité, de véritablement organiser la reconstruction par le développement de projets sociaux. La deuxième chose, c'est que l'armée malienne est même elle-même accusée de représailles, notamment vis-à-vis des peuples Dogons, parce qu'il faut savoir qu'une grande partie de l'armée malienne est Peul, et donc certaines ONG sur place accusent l'armée malienne d'avoir mené des actions de représailles contre les populations Dogons, et donc ce qui fait que sur le plan local, il y a une très grande désaffection sur le plan sentimental entre les populations et l'armée malienne. Donc il y a un très grand manque de confiance, et donc c'est ce qui rend aussi particulièrement difficile le fait que l'armée française dans cette zone-là puisse transférer de manière tout à fait sûre ces zones-là qu'elle contrôle aux forces armées maliennes. Et donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il va falloir régler, et d'autant plus qu'il faut aussi regarder au loin comment est-ce que les groupes djihadistes vont se comporter, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique après la mort de son leader Dourkal, et donc voir déjà comment est-ce que ces groupes djihadistes-là vont se réorganiser, qui est-ce qui va être porté à la tête de Al-Qaïda au Maghreb islamique, et comment est-ce qu'ils vont essayer très certainement de venger la mort de leur chef. Et en plus, il y a aussi un autre groupe djihadiste et non des moindres qui est l'État islamique, qui est l'État islamique aussi, une dérivation de l'État islamique dans cette zone-là. Là aussi, il faut voir, parce qu'il faut savoir qu'avec l'intensification des combats en Libye, une très grande partie des djihadistes là, qui se réclamaient de l'État islamique, qui revenaient notamment de Syrie, ont migré vers la Libye, et puis ils sont descendus à la frontière, notamment entre la Libye, le Tchad et le Mali. Donc là, il va aussi également falloir tenir compte de ces nouvelles réalités-là, d'autant plus que l'intensification des combats en Libye laisse peu de chances de stabilisation de la situation dans cette zone-là, et d'autant plus que la crise également au Mali ne fait qu'aggraver évidemment les chances d'un retour à la paix également dans la zone du nord-est du Mali. Donc on va voir ce que le G5 Sahel va proposer comme solution. Le président Emmanuel Macron et les autres chefs d'État de la région seront très attendus sur ces questions, d'abord sécuritaires, puis sur des questions sociales, parce qu'il faut bien comprendre que, et ça je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience de 2018 l'a prouvé, à chaque fois qu'une opération militaire était menée et que ces équipes-là laissaient le champ libre, laissaient les populations, si vous voulez, livrées à elles-mêmes, et sans aucune possibilité d'avoir des alternatives en termes de développement, elles retombaient encore dans l'escarcelle des groupes djihadistes qu'on avait chassés auparavant. Donc il faut à la fois tenir compte de l'aspect militaire, tenir compte de l'aspect politique, tenir compte de l'aspect sociologique en regardant les rapports de force entre les différents groupes ethniques, et également tenir compte de l'aspect social, parce que sans développement social dans cette zone-là, un retour à la paix durable est totalement impossible. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. N'oubliez pas de partager le live. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.